Alors, comme l'a dit Kevin, la redécouverte du droit romain est un sujet extrêmement large. Bien entendu, ça a été traité par de nombreux spécialistes et je ne pourrai pas ici traiter l'ensemble de la question. J'ai donc fait le choix d'aborder ce sujet à travers les conséquences de cette redécouverte sur le pouvoir royal en France. Comme ça, si certains étudiants en licence sont là, ça permettra de faire écho avec le cours d'histoire des institutions. Alors, nous sommes au début du XIIe siècle et la royauté capétienne connaît des entraves à la fois à l'extérieur du royaume et à l'intérieur du royaume. À l'intérieur du royaume, depuis la chute des Carolingiens, le roi de France doit faire face à un phénomène à la fois institutionnel et social qu'on appelle la féodalité. Le royaume s'est désagrégé en une multitude de seigneuries, chacune avec à sa tête un seigneur. Dans ce cadre-là, le roi n'est rien de plus qu'un simple seigneur, avec pour seule différence que celui-ci est sacré. Alors bien entendu, le roi de France ne gouverne pas sur l'ensemble du royaume et son influence s'étend plus ou moins aux terres du domaine royal, ce qui représente en fait approximativement l'actuelle région d'Île-de-France. À l'extérieur du royaume, le roi n'est pas mieux loti puisque se déroule à ce moment-là un débat entre l'Empire et la papauté sur la question de savoir qui est le maître du monde. Et ce débat gagne en intensité avec justement la redécouverte du droit romain à la fin du XIe siècle. Alors, quand on dit redécouverte du droit romain, on parle en fait de la redécouverte des compilations de Justinien. Et il faut dire un mot sur ces compilations. En 476, l'Empire romain d'Occident disparaît. Continue alors l'Empire romain d'Orient, ce qu'on appellera l'Empire byzantin, et l'un de ces empereurs romains d'Orient décide au VIe siècle il a un projet, c'est de faire retrouver à Rome sa grandeur. Alors, il sait que ce projet doit passer par les armes et il va reconquérir une grande partie de l'Empire romain, de l'ancien Empire romain. Et il sait également que cette puissance de l'Empire romain doit passer par le droit, puisque Justinien considère que le droit est l'une des forces de l'Empire romain. Alors, il entreprend un projet qui est de compiler l'ensemble du droit romain. Il réunit une commission de juristes. Ces juristes sont dirigés par un professeur de droit qui s'appelle Tribonien. Et cette commission va parvenir à élaborer 4 ouvrages, 4 recueils. Premier recueil, on l'appelle le Code. Ce code réunit l'ensemble des constitutions des anciens empereurs romains. Deuxième ouvrage, c'est ce qu'on appelle le Digeste. Alors, le Digeste réunit des extraits d'œuvres des grands juristes de l'époque classique romaine. Troisième ouvrage, les Institutes. Les Institutes, c'est en fait une sorte de manuel adressé aux étudiants en droit. Quatrième ouvrage, les Nouvelles, qui réunissent les constitutions prises par Justinien après la promulgation du Code. Donc on le voit, on a un ouvrage qui est extrêmement complet et l'ensemble de ces 4 recueils, on les appelle Corpus Iuris Civilis, corpus de droit romain, mais c'est ce qu'on appelle aussi communément les compilations de Justinien. Alors, ces compilations vont tomber dans l'oubli en Occident pendant tout le Moyen-Âge et il faudra attendre la fin du XIe siècle avant que des juristes s'y intéressent de nouveau à l'université de Bologne, dans l'école de droit de Bologne. Alors, ces juristes, ce sont des professeurs de droit qui entreprennent de réétudier ces compilations et ces juristes, on les appelle les glossateurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une méthode pour étudier ces compilations, c'est qu'ils commentent le texte en le glosant, c'est-à-dire en écrivant des annotations à la marge du texte.
Donc ces glossateurs vont retrouver dans cette version impériale du droit romain tous les éléments, tous les outils juridiques pour renforcer, qui avaient déjà au moment de l'Empire, qui avaient permis à l'empereur romain d'affirmer un pouvoir absolu. Et donc ils vont retrouver tous ces principes, et ces principes, l'empereur germanique, comme le pape, donc qui était déjà dans un débat pour savoir qui des deux était le maître du monde, ces deux vont s'en servir. Ils vont s'en servir et ils vont se les approprier. Alors, bien entendu, le roi de France, qui voit de loin ce qui se passe à Bologne, est intéressé. Il comprend tout l'intérêt qu'il peut tirer de ces compilations de Justinien. Et on trouve dès le règne de Louis VII des juristes dans l'entourage du roi, des juristes qui sont spécialistes du droit romain. Ces juristes, on les appellera plus tard les légistes. Ce sont des conseillers du roi de France qui sont spécialistes en droit romain et qui vont s'attacher à renforcer le pouvoir du roi grâce au principe du droit romain. Mais vis-à-vis de ce droit romain, le roi de France doit faire face à un paradoxe. Pourquoi ? Parce que d'une part, le roi de France comprend très vite que dans ses compilations, il a tous les principes pour renforcer son pouvoir. Son pouvoir qui, comme on l'a vu, est largement entravé. Mais d'autre part, ce droit romain, les glossateurs l'ont dit, les glossateurs de Bologne, c'est le droit de l'empereur. Or, il y a un empereur, c'est l'empereur germanique, et donc finalement, pour le roi de France, utiliser ce droit reviendrait implicitement à établir la supériorité de l'empereur germanique. Alors, comment vont procéder les rois pour pouvoir utiliser ce droit romain ? La stratégie va être simple. À l'aide de ces juristes, le roi de France va tenter de constituer une parade théorique. Une parade théorique pour supprimer l'écran que forme l'empereur germanique par rapport à l'utilisation de ce droit romain. Et ce n'est qu'à cette condition que le roi pourra ensuite imposer sa souveraineté à l'intérieur du royaume. C'est ce qui forme, ces deux points formeront les deux parties de cette intervention. Voyons d'une part la suppression théorique de l'écran impérial. Alors, comme nous l'avons évoqué, la redécouverte du droit romain fournit aux deux puissances à vocation universelle que sont la papauté et l'Empire romain, elle leur fournit des arguments. Chacune de ces puissances va être épaulée par des juristes. D'un côté, l'empereur germanique est soutenu par les glossateurs de Bologne eux-mêmes, qui considèrent l'empereur comme l'héritier des empereurs romains, et de l'autre, le pape, qui lui est soutenu par un corps de juristes spécialistes du droit de l'Église, mais également qui maîtrisent le droit romain. On les appelle les canonistes. Alors, les prétentions de l'empereur sont exposées en 1158, lors de la diète de Roncaglia. C'est une assemblée. Au cours de cette assemblée, les glossateurs de Bologne sont présents, et ces glossateurs reconnaissent à l'empereur la souveraineté universelle. Ils lui attribuent le titre de Dominus Mundi, c'est-à-dire le maître du monde. Et il découle de ce titre de maître du monde plusieurs conséquences. D'abord, ils reconnaissent à l'empereur ce qu'on appelle l'auctoritas, qui est en fait une puissance de commandement suprême. Ils lui reconnaissent l'auctoritas, tandis qu'ils reconnaissent par ailleurs aux rois, donc les rois occidentaux, ils leur reconnaissent une simple potestas. Une potestas qui est en fait une puissance qui aurait été déléguée par l'empereur au roi. Donc on voit bien l'ordonnancement que recherchent les juristes de Bologne. On imagine que la papauté, qui elle-même est contre finalement cette idée de supériorité de l'empereur et qui elle-même proclame sa supériorité, est contre ces revendications, et les canonistes vont en fait élaborer toute une réflexion qui va principalement consister à rabaisser le pouvoir
de l'empereur, la place de l'empereur. Alors, que nous disent les canonistes? Dès 1160, soit 2 ans après la diète de Roncaglia, un canoniste qui s'appelle Étienne de Tournai proclame l'équivalence parfaite entre les empereurs et les rois. En d'autres termes, les deux ont les mêmes prérogatives à l'intérieur de leur territoire. Cette théorie va prendre une consistance juridique en 1202. Le pape Innocent III proclame dans une décrétale qu'on appelle Per Venerabilem, il proclame que le roi de France ne reconnaît aucun supérieur au temporel. Donc on est dans la lignée de cette réflexion des canonistes qui nous disent que l'empereur et le roi, c'est la même chose. Donc le roi de France ne reconnaît aucun supérieur au temporel et donc il ne reconnaît par conséquent pas le pape, l'empereur germanique. Alors bien évidemment, la formule ne passe pas inaperçue et les légistes du roi de France vont la reprendre à leur compte pour exprimer cette idée d'indépendance du roi de France et d'équivalence entre le roi et l'empereur. On retrouve la trace de cette formule, donc le roi de France ne reconnaît aucun supérieur au temporel, dans plusieurs ouvrages du XIIIe siècle, ouvrages rédigés par des juristes français. On retrouve le roi ne doit tenir de nul. On retrouve encore le roi est souverain dans les choses temporelles. Donc on voit bien l'influence qu'a eu cette formule sur la pensée des juristes français. Finalement, toute cette argumentation va se trouver concentrée dans une formule. Dans une formule élaborée par les juristes du roi de France. On ne connaît pas exactement qui est l'auteur de cette formule. Et cette formule est la suivante: le roi de France est empereur en son royaume. Grâce à cette parade théorique, l'empereur ne fait définitivement plus écran aux principes romains et le roi de France va pouvoir se les approprier pour affirmer sa souveraineté à l'intérieur de son royaume. C'est ce que nous allons voir dans un second temps. Alors, au XIIe siècle, grâce aux idées de Suger, le roi est parvenu à se hisser au sommet de la pyramide féodale. Il est ce qu'on appelle le suzerain suprême, c'est-à-dire qu'il détient un pouvoir de commandement qui découle de ses liens, des liens personnels qui l'unissent à ses vassaux. Cependant, cette notion comporte une limite. Malgré sa place au sommet de la pyramide, le roi ne peut toucher à l'ensemble de ses sujets, notamment à cause d'une règle de droit féodal: le vassal de mon vassal n'est pas mon vassal. Bien entendu, dans ces conditions, l'État et la souveraineté n'existent pas. Le roi est avant tout un seigneur dont le pouvoir repose principalement sur des liens personnels. Sa capacité d'action est alors extrêmement limitée. Alors, pour bien comprendre les progrès dans la réflexion des juristes entre le XIIe et le XIIIe siècle, on va directement partir d'un extrait d'une œuvre du XIIIe siècle, une œuvre qu'on appelle les Coutumes de Beauvaisis, qui sont rédigées par un juriste que Montesquieu a qualifié de lumière de son temps. Ce juriste, c'est Philippe de Beaumanoir. Vers 1283, Philippe de Beaumanoir écrit « Le roi est souverain par-dessus tout et a, de son droit, la garde générale de tout le royaume, par quoi il peut faire tous les établissements qui lui plaît pour le commun profit, et ce qu'il établit doit être tenu pour loi. » Donc on voit l'avancée théorique que connaît la conception du pouvoir royal, et dans cet extrait, on peut finalement dégager 4 idées qui montrent bien cette transformation radicale de la conception du pouvoir royal. Première idée, première nouveauté, le roi est souverain par-dessus tout. Alors, bien évidemment, quand on parle de souveraineté, on n'est pas encore dans la souveraineté que définira Jean Bodin au XVIe siècle. Quand les auteurs médiévaux parlent de souveraineté, ils parlent plutôt de la supériorité du roi sur l'ensemble de ses sujets, et non plus simplement sur la pyramide féodo-vassalique. Donc le roi est supérieur à l'ensemble de ses sujets. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. Mais pour appréhender cette souveraineté, les juristes vont passer par le droit romain. Ils vont faire des comparaisons entre le roi
et l'empereur romain. Donc, une vingtaine d'années avant Beaumanoir, Jean de Blaneau nous donne un exemple de cette appropriation du droit romain. Il nous dit que comme l'empereur romain, le roi a l'imperium, c'est-à-dire la puissance de commandement suprême de l'empereur. Le roi a l'imperium et cet imperium s'applique sur tous les hommes de son royaume. C'est cet imperium qui progressivement deviendra la souveraineté du roi. Alors, cet imperium n'est pas le seul attribut que le roi partage avec l'empereur romain. Deuxième idée qu'on peut tirer de l'extrait de Beaumanoir, le roi a la garde générale de tout le royaume. Autrement dit, comme l'empereur romain, le roi a la garde de la respublica. La respublica, c'est un concept qui préfigure la notion d'État. Il s'agit d'une entité supérieure à la personne du prince, porteuse d'une finalité qui est l'intérêt de tous. Cette idée de respublica a deux implications sur le pouvoir royal. Première implication, c'est une implication théorique. On va entourer la fonction royale d'une vocation publique qu'elle n'avait pas lorsque le roi était considéré comme un simple suzerain. Le roi n'agit pas pour son compte, mais en vue d'une finalité qui est la sauvegarde de la respublica. Deuxième implication, c'est la conséquence de la première, c'est une application d'ordre territorial. Parce que d'ordre public, le pouvoir royal ne se cantonne plus aux terres du domaine royal, mais touche désormais la chose publique et donc l'ensemble du royaume. Tout ce qui touche à la chose publique relève désormais du roi. Donc on voit les implications qu'ont cette notion de respublica sur le pouvoir royal et sur son développement. Corollaire de la notion de respublica, c'est la troisième idée que l'on retrouve dans cet extrait de Beaumanoir. Le roi agit en vue du commun profit. Alors le commun profit, là encore, trouve son origine dans un concept romain qui est celui d'utilitas publica, l'utilité publique. Alors cette utilité publique, à travers le commun profit, va devenir tout à la fois la justification et la limite au pouvoir royal, puisque le roi ne peut agir contre le commun profit. On voit donc comme c'est une limite. C'est également une justification, et c'est la quatrième idée, puisque pour le commun profit, le roi peut faire tous les établissements qu'il lui plaît. Ici, l'auteur camouflant à peine l'emprunt à la maxime romaine, selon laquelle ce qui plaît au prince a force de loi. Donc Beaumanoir nous dit il fait tous les établissements qui lui plaît. La maxime d'origine, c'est ce qui plaît au prince à force de loi. Là encore, il s'agit d'une petite révolution dans la conception du pouvoir royal, puisque il faut savoir qu'avant le XIIe siècle, la source essentielle du droit en Occident, c'est la coutume. Et dans ce contexte, le roi intervient très peu et en fait, il se contente soit de préserver les bonnes coutumes, soit de supprimer les mauvaises coutumes. Il n'a pas finalement d'action positive, il n'a pas d'action créatrice du droit. Le droit romain va donc fournir au roi les fondements contribuant à la renaissance progressive d'un pouvoir normatif. Il est désormais le princeps, le prince en son royaume, et son pouvoir édictal s'impose à tous. Alors, pour conclure, si le droit romain a fourni directement ou indirectement les principes permettant la transformation profonde du pouvoir royal, les progrès qu'il permet se cantonnent largement au plan théorique, jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Il faudra attendre le règne de Philippe le Bel pour que la pratique se cale sur la théorie. Durant ce règne, comme l'écrit Michelet, la France est alors un légiste en cuirasse, un procureur bardé de fer. Elle emploie la force féodale à faire exécuter les sentences de droit romain et canonique. Je vous remercie.